Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou encore alternatifs, donc dans Smart Patrimoine. Et nous nous intéresserons aujourd'hui à l'investissement dans l'or, l'achat d'or, comment intégrer cette typologie d'investissement, ce type d'actifs en cette fin d'année. Est-ce que le contexte économique ou le contexte inflationniste ont changé la relation des investisseurs vis-à-vis de ce qu'on appelle également la valeur refuge? Nous en parlerons dans un instant avec François Delassus, consultant pour Or en Cash. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos allocations d'actifs au global. Existe-t-il une allocation d'actifs idéale? C'est la question que nous nous poserons dans un instant et que nous poserons surtout à Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine, mais aussi à Frédéric Colorafi, responsable gestion sous mandat chez LCL Banque Privée. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Quelle relation les investisseurs entretiennent-ils avec l'actif or dans un contexte de montée des taux, dans un contexte d'inflation, dans un contexte économique ou de prévision de croissance économique parfois revue à la baisse pour les années à venir? C'est la question que nous allons poser à François Delassus, consultant pour Or en Cash. Bonjour François Delassus. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va évoquer effectivement cette manière d'investir dans l'or, notamment dans le contexte actuel. Alors on rappelle, effectivement, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on en parle dans Smart Patrimoine, dans un contexte inflationniste. On ne sait pas jusqu'où ira l'inflation en France et en Europe, dans un contexte de perspectives économiques parfois revues à la baisse, de marchés boursiers turbulents, parce qu'effectivement, en tout cas, on y constate un peu de volatilité. L'or a toujours eu cette vocation de valeur refuge. Pour autant, lorsqu'on regarde l'investissement dans l'or actuellement, ou en tout cas le cours de l'or, si on le regarde en dollars, on constate que la valeur de l'actif or recule. Exactement, il a reculé en dollars, mais c'est lié forcément à l'augmentation des taux d'intérêt qui rend le coût d'opportunité d'achat d'or moins intéressant. Néanmoins, si on regarde maintenant en euros, sur un an, le cours de l'or, il a progressé de 6%. D'accord. Et pour les gens qui vont investir sur l'or, et en particulier sur l'or physique d'investissement et pièces et lingots, en fait, ils regardent des cycles longs. Ils l'apprécient sur 2, 3 ans, 5, 6 ans. Et pour revenir à votre introduction sur l'inflation, sur le contexte politique incertain, une étude vient d'être faite par un institut mondial par rapport aux investisseurs particuliers, par rapport également aux investisseurs institutionnels, et on voit que 82% des particuliers qui ont été interrogés, notamment aux États-Unis, considèrent que dans un contexte inflationniste et incertain, l'or joue à plein et devrait jouer à plein son rôle de valeur refuge et de lutte contre l'inflation. Donc, on s'aperçoit, si vous voulez, que la valeur traditionnelle de l'or comme valeur refuge, et je rappelle que l'or physique d'investissement a un avantage très, très conséquent par rapport aux autres actifs, c'est pour ça qu'il est intéressant dans une diversification, c'est qu'il est sans risque de contrepartie. Donc dans un portefeuille, vous parliez de portefeuille de patrimoine, d'actifs alternatifs, d'avoir un actif qui n'a pas de risque de contrepartie, ça vous permet justement de bien panacher un investissement avec différents actifs. Alors, en quoi l'or peut être une valeur refuge contre l'inflation? Parce qu'effectivement, on parle souvent, par exemple, on entend souvent dans cette émission que l'immobilier est une valeur refuge contre l'inflation, puisque les loyers sont indexés sur l'inflation. Quand on a des prix qui augmentent, en quoi l'or peut être une valeur refuge? C'est les cycles longs qui vont... Voilà, parce que l'or, de toute façon, par rapport aux monnaies, si vous comparez l'or par rapport aux grandes devises, sur 20 ans, sur 2000, toutes les devises se sont érodées par rapport à l'or. L'or n'apporte, si vous voulez, garde sa valeur sur le long terme. C'est ça sa force. Sa force, il peut... Et si on regarde les rendements de l'or par rapport aux autres actifs, on s'aperçoit qu'il performe bien sur 20 ans, sur 10 ans, et aussi bien, par exemple, en euros par rapport à d'autres actifs. Mais c'est vrai que, contrairement aux autres actifs, il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas de coupons, mais la valeur de l'or, elle se garde sur le long terme. D'où le fait que... Et puis l'autre avantage qu'il ne faut jamais oublier par rapport à des périodes d'incertitude ou d'inflation, c'est que le prix de l'or s'impose à tout à chacun partout dans le monde. Ce n'est pas donné à toutes les valeurs. C'est donc c'est ça, le côté aussi très important. Et puis, par rapport aux monnaies, le point aussi que je voulais vous donner, vous avez vu la production de monnaie qui est énorme dans le monde. Bien sûr, oui. Depuis maintenant 15 ans, 20 ans, la production annuelle d'or, elle croît de 1,4% en moyenne. Ce qui fait que vous avez un actif qui est limité,
par rapport à une production de monnaie énorme, ce qui explique qu'il devienne une couverture de l'inflation. Donc c'est sa stabilité à tout point de vue, en termes de prix, en termes de quantité émise, qui justifie son rôle de valeur refuge, c'est ça ? Exactement, avec le point que j'ai signalé tout à l'heure, l'absence de risque de contrepartie. Bien sûr, Une fois que vous avez votre or, il est à vous. Et vous n'avez personne d'autre n'est responsable de l'or que de vous-même. Alors expliquez-nous, François de Lassus, effectivement, donc, quand on regarde un graphique sur l'évolution du cours de l'or en dollars, l'or perd de la valeur. Quand on regarde un graphique sur l'évolution du cours de l'or en euros, on y voit des opportunités. Expliquez-nous ce qui se passe. Oui, parce que de toute façon, comme toutes les matières premières, l'or est coté en dollars. Et généralement, lorsque le dollar devient par lui-même une valeur refuge, ce qui a été le cas lorsque les taux d'intérêt ont augmenté, puisque tout le monde a voulu aller investir aux États-Unis, le dollar a augmenté, ça fait baisser les autres devises. Mais en euros, l'euro ayant baissé, l'or, justement, il a gardé sa valeur. D'accord. Voilà une des explications qui est, à mon avis, la plus pertinente. Donc, j'ai envie de dire, l'investissement en or, alors si on peut parler d'investissement, ou en tout cas épargne, ou volonté de diversifier une partie de son patrimoine avec un investissement dans l'or, peut être plus intéressant aujourd'hui en euros qu'en dollars, voire intéressant tout le temps. Dans la zone euro, il est intéressant, bien sûr. Oui. Dans presque toutes les autres devises, à part le dollar, il a été intéressant. Mais si on se met sur du court terme, moyen terme, parce que si vous voulez, il ne faut jamais oublier qu'en dollars, depuis entre 2000 et 2012, la valeur de l'or avait été multipliée par 5. Il n'y a pas beaucoup d'actifs qui trouvent la valeur multipliée par 5. Donc il faut toujours regarder ça sur des périodes un peu plus longues. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport aux autres, par rapport au dollar, les devises comme l'euro ou d'autres devises deviennent intéressantes, si vous voulez. D'accord, oui, c'est pas propre à l'euro, ça peut également correspondre à d'autres devises. Oui, bien sûr. Si vous avez vous savez que les Indiens achètent beaucoup d'or. Bon, si la roupie varie à la baisse par rapport au dollar, les gens vont acheter de l'or. Et aujourd'hui, ce que je dirais pour les investisseurs qui ne sont pas encore entrés sur l'or, et en particulier les particuliers, c'est que c'est un prix d'opportunité aujourd'hui. D'accord. Parce qu'on est sur... Et généralement, quand on regarde les périodes d'inflation, et généralement, l'or prend un petit décalage avant d'augmenter de nouveau. D'accord. Et là, on est dans cette période, puisqu'on est rentré dans l'inflation, qui s'est bien installée, qui devrait durer, et qui va durer même avec la transition écologique, puisqu'on sera au moins à 2% dans les années futures. On ne sera plus dans les taux, dans des voisins de zéro. Bien sûr, oui. Donc là, ça reste, à mon avis, un bon moment d'entrée dans le marché. Même si effectivement, la stabilité de l'or, c'est par rapport aux autres actifs, c'est pas pour autant que le prix n'évolue jamais quand même. Bien sûr, il peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Exactement, oui. Exactement. C'est-à-dire, on le voit sur les ETF. Les ETF, qui est un produit d'or boursier, qui s'échange en bourse. Bon, on a vu qu'il y avait des sorties d'ETF. Il y a eu à peu près 277 tonnes d'or qui ont été vendues au troisième trimestre. En revanche, 351 tonnes acheter pièces et lingots sur le troisième trimestre dans le monde, en particulier en Europe. Et puis, n'oublions pas qu'il y a des gens qui regardent l'or de très près, de façon stratégique, ce sont les banques centrales. D'accord. Les banques centrales, au troisième trimestre de cette année, ont acheté pour 400 tonnes d'or. C'est le plus gros chiffre trimestriel depuis 2000. Et alors, comment on interprète que des banques centrales achètent autant d'or ? Vous savez que depuis 1999, il y a eu un accord, ce qu'on appelait l'accord général de Washington d'agreement auprès des banques centrales, qui avait consisté à dire « nous ne vendons plus l'or ». Et si nous vendons de l'or, nous vendrons sur des quantités prévues. Depuis 2014, ils ont décidé de ne plus vendre. Celles qui ont de l'or le conservent, celles qui n'ont pas assez d'or achètent. On rachète, d'accord. Et donc l'idée, c'est de diversifier, si vous voulez, leurs réserves stratégiques. Et l'or a l'avantage, que je disais tout à l'heure, d'être une devise internationale. D'accord. Vous avez le dollar, vous avez l'euro, le yen n'est pas encore une devise internationale. L'or a l'avantage, que j'ai dit tout à l'heure, d'être reconnu partout. Et donc, c'est quoi ? C'est une manière de se prémunir contre le risque de change pour les banques centrales d'acheter de l'or ? C'est une manière d'avoir des réserves ? Je pense que c'est une question de confiance aussi dans la monnaie. D'accord. C'est-à-dire qu'il est très important à partir du moment... Puisque la monnaie, c'est fiat. Oui, bien sûr. Confiance. Oui, donc vous avez confiance ou pas confiance dans la monnaie. Et le fait d'avoir dans des réserves de l'or, centrales de l'or, c'est un moyen pour les banques de diversifier. Bien sûr, alors même qu'il y a eu effectivement... Et d'avoir aussi cette valeur de l'or qui est très importante, simplement compte tenu du volume global financier dans le monde.
L'or n'est pas suffisant, si vous voulez. Donc il faut, parce qu'autrefois, tout le monde avait les talons d'or. On l'a quitté pour des raisons assez évidentes d'expansionnisme monétaire. Donc c'est une manière en fait d'avoir un bilan solide quand on est une banque centrale, de dire qu'on a de l'or dans ses réserves. C'est ma vision. D'accord. Il faudrait poser ça aux banques Bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire là-dedans, c'est que si vous voyez les banques centrales qui ont de l'or, quand vous êtes un chef de famille, on peut se poser la question, pourquoi moi je mettrais un peu d'or dans mon portefeuille ? C'était la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'on fait de cette information quand on est investisseur particulier ? Est-ce que du coup ça veut dire qu'il faut avoir dans son patrimoine de manière globale, donc diversifiée, un peu d'or actuellement ? Vous savez, les experts suisses, qui sont connus comme étant c'est un pays d'or, la Suisse. C'est pas simplement un pays de coffre-fort, mais c'est également un pays d'or. Généralement, ils disent qu'il faut mettre entre 5 et 10% d'or dans son patrimoine. Et puis aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, pour un particulier, c'est assez facile de rentrer sur le marché. Vous pouvez commencer à entrer en achetant un lingotin de 2,5 grammes d'or. Ça fait 160 € aujourd'hui. Donc Ça, on ne le possède pas physiquement. Ça, vous pouvez le posséder physiquement, bien sûr. Bien sûr. Okay. L'idée, c'est soit vous demandez à le faire conserver, mais pour un 2,5, c'est mieux de l'avoir chez vous, parce que c'est quand même pas quelque chose qui va vous poser des problèmes de sécurité. Mais vous pouvez très bien demander également de faire garder votre or et à tout moment demander la livraison à l'agence pour pouvoir le récupérer à l'agence chez les opérateurs. En fait. Une question naïve, mais que certains doivent se poser. Quand on garde son or chez soi, est-ce qu'il y a un risque est-ce qu'il suit la même variation de cours, la même variation de prix que si jamais il était conservé ailleurs ? Est-ce qu'il y a des notions de conservation spécifiques quand on achète de l'or ? Non, pas du tout, parce que l'idée, c'est que le cours de l'or, généralement, il suit au plus près, si vous voulez, c'est un cours mondial qui évolue. D'accord, oui. Avoir son or chez soi. Si vous avez beaucoup d'or, bien entendu, dans ce cas-là, je vous conseille fortement de faire appel à des professionnels. Voilà, au niveau sécurité, coffre, etc. Vous pouvez le mettre dans la banque. Vous pouvez aussi faire appel à des opérateurs qui vous assurent la garde au coffre. Mais à tout moment, alors ce qui est important quand vous demandez la conservation de votre or, c'est de le faire conserver en France, à proximité, plutôt que de le faire conserver hors des frontières, parce qu'on ne sait jamais. Il vaut mieux s'éviter des complications, si complications il devait y avoir. Exactement. Merci beaucoup François Delassus d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes consultant pour Or en Cash. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, une question qui va nous animer pendant une quinzaine de minutes. Existe-t-il une allocation d'actifs idéale ? Une question que nous allons poser à nos deux invités, à Jérôme Dédéian. Tout d'abord, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de Mon Partenaire Patrimoine et nous avons le plaisir d'être également avec Frédéric Colorafi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes responsable gestion sous mandat chez LCL Banque Privée. On va commencer peut-être avec vous, Jérôme Dédéian. Je vous pose la question tout simplement. Est-ce qu'il existe une allocation d'actifs idéal pour les professionnels de la gestion de patrimoine comme pour les particuliers ? Alors, pour les professionnels de la gestion de patrimoine comme pour les particuliers, je ne sais pas, mais il y a des gens qui ont essayé de théoriser dans l'histoire une allocation d'actifs idéale. Il y en a notamment deux qui sont très célèbres. C'est Harry Brown, avec son portefeuille permanent, et Ray Dalio, le fondateur du fonds Bridgewater, avec son allocation All Weather, capable de résister à tous les cycles économiques. D'accord. Ce sont des allocations qui ont deux caractéristiques communes. Elles sont fixes dans le temps. Donc on prend des pondérations fixes entre classes d'actifs et on rebalance à intervalles réguliers pour retrouver méthodiquement cette pondération sans se poser de questions. Quel que soit le contexte économique. Quel que soit le contexte économique, on est toujours investi avec la même allocation. Et dès que ça se déforme du fait des évolutions des classes d'actifs, on rebalance pour se retrouver sur l'allocation initiale préconisée par l'un ou par l'autre. D'accord. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elles promettent un rendement substantiel, et c'est d'ailleurs à peu près ce qu'elles font en théorie, entre 7 et 8% de rendement par an sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, avec une volatilité 2 fois inférieure aux indices actions. Donc c'est a priori quelque chose de très attractif, si bien entendu on est capable de l'exécuter rigoureusement, et c'est là qu'est tout le problème. Pourquoi ? Alors expliquez-nous. En fait, on va dire que pour exécuter rigoureusement une allocation comme celle-là, l'épargnant va être soumis, ou l'investisseur, à un certain nombre de biais. Et ces biais vont faire qu'il ne va pas réussir, la plupart du temps, à exécuter rigoureusement l'allocation d'un portefeuille comme celle-là. Pourquoi ? Premièrement, il y a un sujet de biais logistique
puisqu'il faut trouver à l'intérieur des enveloppes fiscales que vous avez choisies, parce qu'il n'y avait pas d'impôt sur les plus-values, c'est un PEA, c'est une assurance vie, c'est un compte titre classique, c'est un PER, etc. De quoi soutenir cette allocation. Donc il faut évidemment trouver l'éventail des produits qui permettent de systématiquement investir dans les classes d'actifs recommandées. Parce que, alors je reviens juste peut-être sur l'allocation, et ensuite on en parlera également avec vous, Frédéric Coloraffi. Quand on parle d'allocation idéale, quel est le niveau de détail qui est donné justement sur la théorie de cette allocation d'actifs idéale? Par exemple, Harry Brand, il dit, c'est facile, c'est 3 quarts, un quart de cash ou d'emprunt d'État à moins d'un an. D'accord. Il dit, c'est ça qui me sert à amortir les récessions, les périodes de baisse des marchés. 25% d'actions pour capter la croissance, 25% d'or pour se protéger contre l'inflation et 25% d'obligations d'État à long terme pour se couvrir contre la déflation. D'accord. Voilà. Okay. Mais ça paraît simple comme ça. Oui, mais vous faites quoi? C'est fait par un Américain. Alors ça veut dire que vous prenez quoi comme obligation d'État, cash? Vous prenez quelle monnaie? D'accord. Vous prenez du Bitcoin ou de l'Ethereum, ou alors vous prenez des OAT assimilables du Trésor français, ou vous prenez du Bund, ou vous prenez de la dette de l'État américain. Donc il y aura de toute façon un sujet d'exécution à l'intérieur de votre enveloppe fiscale. Accessibilité, si vous êtes sur un PEA, trouvez de l'or. Alors vous pouvez vous mettre un tracker qui est swappé contre de l'or, mais qui oui, on peut pas, ou alors il faut aller acheter son or physiquement directement. Et donc l'exécution de ça nécessite quand même que sur chacun de vos comptes, vous ayez accès à la recommandation et que vous preniez quand même des choix de savoir c'est quoi le cash ou les obligations pour moi épargnant par rapport à une allocation faite par un Américain qui vous dira c'est forcément de la dette américaine. Ça, c'est un premier biais. C'est un biais logistique, je dirais. Et alors, les autres biais, avant de demander à Frédéric Coloraffi ce qu'il en pense. Il n'y en a que deux autres, je vais aller très rapidement. C'est des biais qui sont d'ordre plutôt comportementaux. La première chose, c'est que sur le plan psychologique, il est très difficile pour un investisseur de ne pas chercher à optimiser au sein d'une classe d'actifs élémentaire. D'accord. Par exemple, en ce moment, on va vous dire que compte tenu des perspectives de récession, si vous devez acheter des actions, il faut plutôt revenir sur les valeurs de croissance parce que ce sont celles qui traditionnellement résistent le mieux aux périodes de ralentissement économique. Même chose, si on vous dit de prendre du cash, vous allez avoir envie de mettre du fonds euro si vous êtes dans un contrat d'assurance vie, ou en ce moment, parce qu'il y a de nouveau du jus dans les taux d'intérêt, des fonds obligataires de portage, c'est-à-dire buy and hold, vous achetez les obligations, puis vous allez jusqu'à la maturité. Donc vous n'avez plus que le risque crédit, vous n'avez pas le risque de marché. Et donc c'est très très tentant d'essayer d'optimiser classe d'actifs par classe d'actifs. C'est un biais comportemental absolument... donc on a du mal à garder la tête froide, même si effectivement ça a été théorisé comme tel. Exactement, ou en fonction de vos anticipations, surpondérer ou sous-pondérer telle classe d'actifs, etc. Et puis le troisième biais, c'est aussi un biais comportemental, et c'est probablement le plus important, c'est que même avec l'aide d'un robot ou d'une gestion sous mandat, pour être parfait dans l'exécution de cette allocation, les rebalancements, etc., il faudrait être capable d'avoir une vision consolidée de l'intégralité de ses comptes, alors que parfois on est dispersé entre plusieurs enveloppes et on n'a pas de vision transparisée de son exposition. On a souvent la paresse de faire des arbitrages ou le besoin de jouer et donc de dire je prends un tout petit peu plus de risques parce que ça a monté ou au contraire je vais me refaire sur telle ou telle classe d'actifs, etc. Et donc puis, on revient sur un biais psychologique presque. Voilà. Et puis il y a la séquence hétérogène de nos flux entrants et sortants qui font qu'il y a vraiment un problème d'exécution qui est lié à des biais comportementaux ou des biais logistiques qui rendent très très difficile d'exécuter ces allocations prétendument parfaites. Frédéric Coloraffi, alors on a écouté Jérôme Dédéian effectivement sur ces allocations d'actifs idéales théoriques qui existent mais qui pour autant sont difficiles à mettre en place dans la pratique. J'ai envie de vous reposer la même question avec votre vision à vous. Donc, lorsque vous faites de la gestion sous mandat au sein de LCL Banque Privée, est-ce que, selon vous, il existe une allocation d'actifs idéale? Alors, pas vraiment, mais il faut d'abord revenir peut-être sur l'objectif d'une allocation d'actifs. L'objectif, c'est d'essayer de maximiser une espérance de rendement par rapport à un risque pris en prenant en compte un horizon de placement et en prenant de plus en plus en compte, je dirais, des notions extra-financières, en tout cas dans la gestion des portefeuilles. Donc ça sous-entend un certain nombre de choses. Ça sous-entend déjà qu'une allocation d'actifs, c'est pas un empilement de bonnes idées, c'est quelque chose qui est construit. D'accord. Ça sous-entend également qu'il faut un certain nombre également d'outils de suivi de performance, de suivi également de risque. Ça sous-entend également qu'il faut des ressources également humaines. Pour quand on décide d'intégrer une valeur, un fonds, il faut qu'il y ait un suivi de toutes ces valeurs, de tous ces fonds-là. Et ça sous-entend également qu'il faut avoir une réelle discipline d'investissement et bien suivre, je dirais, la manière dont ces allocations d'actifs évoluent. Alors, à l'intérieur d'une allocation d'actifs, on peut avoir plusieurs approches. On peut avoir une première approche, c'est de dire, je vais finalement diversifier mon portefeuille en fonction d'une approche un peu géographique.
il y a une guerre en Ukraine, est-ce que je vais peut-être plus me repositionner sur les États-Unis, plus sur l'Europe? Ça, c'est pas quelque chose de parfait, parce qu'on sait qu'une grande partie des valeurs européennes ont aussi une partie de leur activité à l'international. Et ça, c'est en réaction à un contexte actuel, et donc ça sort effectivement de cette idée d'avoir une allocation qui fonctionnerait quoi qu'il arrive. Tout à fait. Il faut avoir je dirais, dans un premier... Enfin, on a une allocation d'abord stratégique, et elle est déterminante dans le cadre de la performance de nos portefeuilles, et une allocation d'actifs qui est plutôt tactique, où on ajuste effectivement les positions. Donc, par exemple, la notion de zone géographique, on peut la prendre notamment en compte dans l'approche tactique. On peut également prendre en compte, je dirais, dans une allocation, une approche, on va dire, un peu plus sectorielle. D'accord. Dans des périodes de rebond, de réouverture des économies, de redémarrage économique, est-ce que je dois peut-être plus me positionner sur des secteurs plus sensibles à l'activité, donc plus cycliques, à d'autres moments, peut-être des secteurs plus défensifs. Peut-être également une approche en termes de style. Est-ce qu'à certains moments... le style value dont parlait Jérôme Nédéan, en fonction de l'évolution des taux, en fonction du scénario économique qu'on peut avoir, on va pas forcément mettre, je dirais, l'accent plus sur des valeurs de croissance ou à d'autres moments un peu plus. Parce sur... que là, vous rentrez effectivement, si je reprends l'idée du 4 quarts dont vous nous avez parlé tout à l'heure, c'est effectivement quand on regarde sur la partie action, quand on ouvre finalement cette partie action, il y a beaucoup de styles différents de gestion et de manières d'allouer ces actifs sur les marchés actions. C'est ce que vous nous dites. Tout à fait. Et donc, est-ce qu'on a quand même une manière idéale de se prémunir contre le risque et d'aller chercher un peu de rendement? Alors la réponse est pas forcément évidente, mais elle serait peut-être plutôt négative, dans le sens où, face à une allocation d'actifs, il y a un client. Et il faut connaître son client. Et chaque client va avoir... une durée d'investissement qui peut être différente, va avoir un profil de risque qui peut être différent, va pouvoir éventuellement prendre en compte un certain nombre de facteurs de durabilité, en tout cas dans ses investissements. Donc, on ne peut pas avoir une allocation d'actifs type pour tous les clients à n'importe quel moment. Voilà. Et sinon, on n'a plus de métier. Sinon, il n'y aurait pas de marché. Oui, c'est ça. Tout le monde achèterait la même chose au même moment. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut concevoir les choses. Et il faut, dans le cadre, par exemple, de la gestion sous mandat, il faut s'assurer à ce que dès le départ, on a constitué une allocation d'actifs qui corresponde bien aux volontés, aux degrés de risque et de durée d'investissement que souhaite prendre le client. Mais également, il faut s'en assurer, dans le temps, ne serait-ce que parce que ça peut évoluer. Déjà, ça peut évoluer également. Bien en phase avec les désirata de nos clients, mais également dans le temps, parce que on peut avoir un certain nombre d'imprévus qui peuvent arriver, et donc s'assurer que ce qu'on fait est bien en phase avec ce que souhaite le client. Jérôme Nédéan. Je suis évidemment complètement d'accord avec Frédéric, c'est une évidence. Les allocations, les portefeuilles parfaits là, de Ray Dalio et d'Harry Browne que j'évoquais, quand bien même on arriverait à lutter contre ces biais comportementaux et avoir une exécution logistique parfaite, elles sont conçues pour qui? Elles sont conçues pour des gens qui devraient placer à long terme en espérant avoir moins de volatilité en contrepartie d'un peu moins de performance, mais une performance robuste que les marchés actions, et qui n'auraient jamais besoin de leur argent. Oui, et qui aurait un horizon de temps infini. Ouais. Donc ça n'a aucun sens. Et donc ça n'est pas adapté à une utilisation quotidienne. Comme le dit très bien Frédéric, l'allocation d'actifs idéale, elle est d'abord en face d'un client, d'un investisseur qui a son projet. Et donc on commence par diagnostiquer le projet. Le projet, c'est évidemment un horizon de temps. Il est essentiel. Si vous avez besoin de placer votre argent à 3 ans parce que vous aurez besoin de l'utiliser dans 3 ans, c'est pas du tout pareil que si vous le faites pendant 10 ans ou dans 20 ans parce que c'est pour un objectif de transmission du plus possible à vos enfants parce que vous n'avez pas besoin de cet argent ou vous ne croyez pas en avoir besoin. Deuxièmement, il y a le sujet d'adéquation au profil du client. Alors c'est évidemment le profil de risque qu'évoquait Frédéric, mais c'est aussi, comme il le dit très bien, les valeurs du client. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a sur ces sujets de notions extra-financières, là pour le coup, dans les deux théories qui ont été énoncées, c'est pas des choses qui étaient prises en compte. Si vous voulez les faire rigoureusement, il faut acheter, vous asseoir sur l'indice et vous dites, je suis dans le SP500 pour les actions américaines, et le SP500, il y a peut-être dedans de l'industrie de l'armement ou quoi. Est-ce que ça correspond à vos valeurs? Il y a peut-être des pollueurs alors que vous êtes très sensible aux notions environnementales. Donc vraiment, ce sujet-là est essentiel. Horizon de temps, profil de risque et valeur. Et puis ensuite, il y a la révision régulière de est-ce que cette allocation, qu'est-ce qu'elle a donné d'abord, et c'est là qu'on peut faire un peu de tactique. Je disais en ce moment, il y a de nouveau du jus dans les taux. Pendant des années, depuis la chute de Lehman, on n'entend que ça en ce moment. Depuis la chute de Lehman Brothers, on a vécu dans l'idée que le taux sans risque était devenu le risque sans taux.
Et en fait, on est aujourd'hui dans une logique où si vous avez une échéance fixe devant vous, eh ben vous pouvez vous asseoir sur des fonds de portage obligataires qui vont vous rapporter plus que du fonds euro en évacuant le risque de marché pendant la période puisque vous êtes sûr d'aller jusqu'au bout. Frédéric Colorafi, alors effectivement la question c'est existe-t-il une allocation d'actifs idéale? On a bien compris que non. Pour autant, il y a quand même un terme qu'on entend tout le temps quand il s'agit d'investissement, c'est la diversification. Est-ce que ça au moins c'est quand même une base qui peut être donnée à tout type d'investisseurs, quelle que soit la stratégie derrière, c'est ayez une allocation d'actifs diversifiée? Oui, alors il y a un certain nombre de règles de bon sens. La diversification, alors ça ne marche pas tout le temps, parce que par exemple, on l'a vu en 2021, quand on avait des indices qui montaient très très fortement parce qu'ils étaient très concentrés sur des valeurs de croissance. Si vous êtes très diversifié, vous passez à côté d'une partie de la hausse. Mais c'est un choix. Quand on a des chocs sur les marchés, parfois certaines classes d'actifs se recorrèlent entre elles sur du court terme. Donc il faut être attentif à ça. Et puis dans la diversification, il faut aussi avoir à l'esprit une chose, c'est par exemple cette année en 2022, on a vu des marchés actions et des marchés obligataires évoluer dans le même sens. Donc il y avait une corrélation positive. Donc cette approche de diversification, elle n'a pas forcément toujours fonctionné. Mais effectivement, c'est un point central, la diversification. Il y a également un certain nombre d'autres règles de bon sens à respecter. Je pense à la liquidité, surtout dans un environnement où vous avez des banques centrales qui sont dans une logique de resserrement monétaire. Quand on fait de la gestion de portefeuille, il faut s'assurer que quand on rentre sur un fonds, sur un thème, sur une stratégie, on puisse en sortir relativement facilement. Et puis après, en autre, je dirais, il est important toujours de pouvoir reporter régulièrement à ses clients, comme on l'a dit tout à l'heure. Un point également important quand on évoque également la diversification, mais également les allocations d'actifs, si on a la possibilité d'investir de manière progressive dans le temps, ça a du sens parce que on voit bien qu'on a des marchés qui restent très volatiles. D'accord. Oui. Depuis l'été, là, on a eu, depuis la fin du mois de septembre, une hausse comme ça, de manière linéaire, très rapide des marchés. Et donc diversifier les points d'entrée en le faisant de manière si on a la possibilité de le faire des investissements progressifs pour lisser les points d'entrée. Jérôme Dédéian, et on finira là-dessus, s'il n'y a pas d'allocation d'actifs idéale, est-ce qu'il y a des règles qui fonctionnent dans tous les cas, comme nous l'a dit Frédéric Colorafi? Frédéric vient de les donner, c'est évident. On a dit qu'on voulait un horizon de temps, qu'on voulait une adéquation au profil de risque, à la version au risque de notre investisseur et à ses valeurs. On a dit que si possible, on voulait de l'investissement régulier ou au moins une entrée ou une mise à risque progressive de l'argent qu'on a à placer pour être sûr de ne pas tout mettre d'un coup à risque. Bien sûr, en absorbant, avec un risque de volatilité immédiat. Et donc tout ça, et puis on a parlé diversification, on a parlé liquidité, et moi je rappellerai que la liquidité c'est essentiel, mais que c'est pas toujours facile parce que souvent c'est ce qui disparaît sur les marchés quand on en a besoin. Et donc ça veut dire que on peut se retrouver avec une classe d'actifs qui apparaît liquide et qui va devenir illiquide, par exemple les compartiments de la cote qui sont très bas, ou un certain nombre de papiers de crédit sur lesquels il y a tout d'un coup plus de marché parce qu'il y a un risque de défaut trop important. Et donc ça veut dire qu'il faut bien faire attention aussi à la pondération entre actifs vraiment liquides. On sait qu'on aura toujours de la liquidité dessus, ou en tout cas quasiment toujours. Actifs liquides, mais il faut faire attention parce que ça peut se gripper. Et puis actifs franchement illiquides sur lesquels on sait qu'on a une perspective, qu'il faut vraiment que ce soit un fonds de portefeuille et qu'on est là pour longtemps, qu'on ne doit pas en avoir besoin demain. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine. Merci Frédéric Colorafi, responsable gestion sous mandat chez LCL Banque Privée. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.